Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet, la robotisation. Mais attention, en 2025, c'est plus juste une histoire de tech, hein. Ah non, c'est devenu avant tout une question de stratégie et surtout de finance. Exactement. Le vrai débat, c'est plus tellement est-ce qu'on robotise, mais plutôt, ok, comment on paye pour ça? Comment on structure l'investissement? C'est ça. Et là, en gros, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent, hein. D'un côté, le modèle classique, l'achat. Le CAPEX. On achète le robot, il est à nous, sur le bilan. Voilà. Et de l'autre, la nouvelle approche plus service, le RAAS, Robotics as a Service. Là, c'est de l'OPEX. On loue, on paye pour l'utiliser. Une dépense de fonctionnement. Tout à fait. Une logique d'usage de coûts variables. Et le choix entre les deux, c'est crucial. Ah oui, parce qu'un bon projet robotique, techniquement parlant, il peut complètement tomber à l'eau si le montage financier est mauvais. Le ROI, le retour sur investissement, il disparaît. Exactement. Et à l'inverse, un bon choix financier peut vraiment booster l'agilité de l'entreprise. C'est une décision qui touche tout le monde d'ailleurs, hein. Le DAF, le directeur financier, bien sûr. Le CTO, le DG, même les RH pour l'accompagnement des équipes. C'est une vraie décision d'entreprise. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est explorer ces modèles. L'achat, le RAS, et puis peut-être une voie médiane. L'objectif, c'est d'aider à y voir plus clair. Comment choisir? Trouver le bon équilibre entre l'argent, le ROI, le TCO. Le TCO, le coût total de possession, oui, on va en parler, c'est hyper important. L'agilité, la flexibilité pour s'adapter, et puis la gestion du risque, comme l'obsolescence par exemple. Tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur des éléments, des réflexions issues d'une formation pour dirigeants sur ces sujets. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Le modèle CAPEX, l'achat, le robot comme un actif de l'entreprise. Oui, bon, le principe, il est simple, hein. L'entreprise achète le robot, elle l'intègre dans ses usines, dans ses entrepôts, et hop, il est inscrit au bilan, à l'actif immobilisé. Et comptablement, on l'amortit sur combien de temps en général? Alors, ça dépend des règles et de la durée de vie estimée, mais souvent on est sur du 5, 7 ans, parfois un peu plus. Ok, mais pourquoi on choisira encore ça aujourd'hui avec toutes les nouvelles options? Quels sont les avantages? Le gros avantage, c'est la propriété. Le robot est à vous à 100%, vous en faites ce que vous voulez. Contrôle total sur le logiciel, les modifs. Exactement. Et puis, une fois que l'amortissement est fini, il n'y a plus de gros paiements récurrents liés à l'achat. Donc, sur le très très long terme, si le robot tient la route, S'il n'est pas dépassé. voilà, s'il n'est pas obsolète, ça peut revenir moins cher au final. Mais justement, ce risque d'obsolescence, c'est pas le gros point noir de l'achat. On achète un truc technologique cher. Si, c'est clairement un des inconvénients majeurs. D'abord, faut sortir le cash au début. Ça peut faire mal à la trésorerie. Oui, l'investissement initial est lourd. Très lourd. Et puis oui, le risque que la technologie évolue super vite et que votre robot soit un peu has-been avant même la fin de l'amortissement, il est réel. J'ai souvenir d'un industriel, il avait fait un gros investissement CAPEX et 18 mois après, paf, une nouvelle génération de robots beaucoup plus efficace est arrivée chez les concurrents. La frustration. Ouch, ça fait réfléchir. Et il n'y a pas que ça, imagine, la maintenance. Ah bah oui, tout est pour votre pomme. Faut former les équipes, acheter les pièces détachées, gérer les mises à jour. C'est une charge non négligeable. Et puis c'est rigide, non? Si l'activité baisse ou si on veut changer de techno. C'est ça. Difficile d'ajuster rapidement. Revendre un robot d'occasion, c'est pas toujours simple non plus. Et puis, ça demande d'avoir les compétences techniques en interne. Faut des gens qui savent mettre les mains dans le cambouis. Donc, si on devait faire le portrait robot de l'entreprise pour qui l'achat est encore une bonne idée. Alors, ce serait une boîte avec une trésorerie solide, déjà, qui peut encaisser le choc initial. Une entreprise dont les besoins sont stables, bien définis sur le long terme, disons 5 ans minimum. Avec une production assez répétitive, continue. Oui, pour être sûr d'utiliser le robot à fond. Et qui peut développer facilement une équipe de maintenance interne compétente. Ok, c'est assez clair pour l'achat. Alors maintenant, l'alternative qui fait beaucoup parler d'elle, le RAS. Le robot comme service, en OPEX. Oui, là on change complètement de logique, on n'est plus propriétaire, on loue. On souscrit un abonnement, en quelque sorte. C'est exactement ça. On paie un loyer, souvent mensuel ou annuel, pour utiliser le robot. C'est un contrat de service, typiquement sur 3 à 5 ans. Et ça inclut quoi, cet abonnement? Juste le matériel? Ah non, c'est ça l'intérêt. Généralement, ça inclut tout.
Le robot lui-même, bien sûr, mais aussi la maintenance préventive, corrective, le support technique, les mises à jour logicielles. C'est un package tout compris. La promesse est alléchante, c'est sûr, surtout pour se lancer sans se ruiner au départ. C'est l'argument numéro 1. Zéro capex initial ou presque. Ça fait tomber une énorme barrière à l'entrée, surtout pour les PME ou les ETI qui n'ont pas des trésoreries extensibles. Ça démocratise l'accès, quoi. Carrément. Et puis le deuxième gros avantage, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, Vous avez un pic d'activité, vous pouvez ajouter des robots facilement, l'activité baisse, vous en rendez, votre contrat arrive à terme et il y a une nouvelle technologie, hop, vous passez au modèle supérieur. C'est très souple. et la maintenance incluse, ça veut dire budget prévisible. Pas de mauvaise surprise avec une grosse panne à réparer. Exactement. Le risque financier lié à la maintenance et aux pannes, il est porté par le fournisseur. Et le risque d'obsolescence aussi d'ailleurs. Si une nouvelle techno sort, c'est le problème du prestataire, pas le vôtre directement. Comptablement, c'est plus simple aussi, j'imagine. Oui, c'est une charge d'exploitation, une dépense OPEX. Ça passe directement dans le compte de résultat, c'est déductible. C'est plus simple à gérer et ça préserve la trésorerie au jour le jour. Idéal pour tester, faire des pilotes ou quand on grandit vite sans trop savoir où on va. Bon, mais si c'était si parfait, tout le monde ferait ça. Quels sont les inconvénients? Le coût total sur le long terme, peut-être? Oui, c'est le principal revers de la médaille. Si on regarde sur une longue période, disons 6, 7, 8 ans, le coût total cumulé des loyers RAS finit souvent par dépasser le coût d'un achat amorti. Logique. On paie pour la flexibilité et le service. C'est ça. Et puis, il y a la question de la dépendance aux fournisseurs. On est lié par un contrat, par ses conditions. Les fameux SLA, les niveaux de service garantis. Exactement, les Service Level Agreements. Faut bien les négocier pour être sûr d'avoir le niveau de performance et de disponibilité attendu. Mais on reste dépendant de sa réactivité, de sa pérennité aussi. Et on paie tout le temps, donc on utilise le service. Ça s'arrête jamais. C'est ça, c'est une charge récurrente, permanente. Et puis, un autre point, c'est la personnalisation. Ah oui, on peut moins adapter le robot à ses besoins spécifiques. Souvent, oui. Comme on n'est pas propriétaire, les possibilités de modification matérielle ou logicielle profonde sont plus limitées qu'avec un robot acheté. Faut rester dans le cadre de ce que propose le fournisseur. Un point intéressant aussi. J'ai entendu dire que le RAAS pouvait, paradoxalement, forcer une meilleure organisation interne. C'est une observation très juste. Comme le fournisseur RAAS s'engage sur des performances, les SLA, il va souvent demander à son client de bien définir ses processus, ses flux, les tâches du robot. Pour que ça marche bien, quoi. Voilà, et cette exigence externe peut pousser l'entreprise à mieux structurer ses opérations. Un travail de fond qui est parfois un peu zappé quand on achète en capex et qu'on se dit on ajustera nous-mêmes plus tard. Alors, le RAAS, c'est pour qui en priorité? Le profil type. Clairement, les PME, les ETI avec une trésorerie plus contrainte, celles qui débutent dans la robotique et veulent limiter le risque. Celle avec une activité très variable, ça. La logistique, par exemple. Tout à fait. La logistique e-commerce avec ses pics saisonniers, c'est un cas d'école pour le RAS. C'est idéal pour ajuster la flotte de robots mobiles AMR à la demande. Et les secteurs où la technologie bouge très vite. Oui, quand on sait que le robot sera peut-être dépassé dans 3 ans, le RAS est rassurant. Et puis plus globalement, c'est pour toutes les entreprises qui cherchent avant tout l'agilité, la flexibilité, la capacité à s'adapter vite. Ok. Donc on a l'achat CAPEX très possession et le RAS OPEX très service. Mais s'il y a des entreprises qui hésitent, qui sont un peu entre les deux. Oui, il y a une troisième voie, une sorte d'hybride. On l'appelle souvent lease to own ou plus simplement location avec option d'achat, la LOA. Le principe de la LOA qu'on connaît pour les voitures, en fait, hein? C'est un peu ça, adapté à la robotique. On commence par louer le robot sur une durée définie, mettons 2 ou 3 ans, et à la fin de cette période, on a le choix. Soit on rend le robot, soit on lève l'option d'achat pour en devenir propriétaire. Et le prix d'achat tient compte des loyers déjà payés? Souvent oui, en partie. Le prix résiduel est généralement fixé à l'avance et il est plus bas que le prix neuf, car une partie des loyers est considérée comme un acompte. C'est malin. Ça permet de tester en conditions réelles avant de se décider. C'est tout l'intérêt. On valide le potentiel, le ROI, l'intégration, sans immobiliser une grosse somme au départ. Si ça marche bien et qu'on voit l'intérêt sur le long terme, on achète. Si c'est pas concluant, on arrête les frais sans avoir trop perdu. Ça réduit le risque d'erreur d'investissement. Exactement. C'est une bonne option pour les projets pilotes, pour équiper un site dont on n'est pas sûr de l'avenir, ou si on veut tester plusieurs marques de robots avant de choisir celle qu'on va déployer plus largement. Bon,
Quand choisissent l'achat, le RES ou l'hybride, il y a un truc dont on a parlé rapidement mais qui semble essentiel, c'est le TCO, le coût total de possession. Pourquoi c'est si important de regarder ça? Parce que c'est l'erreur classique. On regarde juste le prix sur l'étiquette, le coût d'achat d'un côté, le loyer mensuel de l'autre, mais ça raconte pas toute l'histoire, loin de là. Le TCO, ça inclut quoi exactement? Ça inclut tout. Le coût d'acquisition initiale, bien sûr, l'achat ou la somme des loyers prévus, mais aussi tous les coûts cachés ou indirects sur toute la durée d'utilisation prévue. Comme l'intégration, la formation. Oui, l'intégration, la formation des équipes, la maintenance, les pièces détachées, si c'est pas inclus dans le contrat, l'énergie consommée, et surtout un truc souvent oublié, le coût des arrêts de production, le downtime. Si le robot tombe en panne, ça peut coûter très cher à l'entreprise. Il faut aussi compter le coût de l'obsolescence d'une certaine manière. Oui, ou du moins le risque associé. Et même, pour être très précis, dans le cas de l'achat, on devrait inclure le coût d'opportunité du capital. L'argent investi dans le robot ait pu être utilisé ailleurs. Le TCO, c'est vraiment la vision complète, sur 3, 5, 7 ans. Sans ça, on compare des choux et des carottes. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple chiffré simple pour voir la différence, avec un robot collaboratif par exemple? Oui, prenons un Kobo assez standard, un UR10E, ça parlera à beaucoup. Disons qu'à l'achat, l'investissement initial, c'est autour de 60 000 €. Ok. Ajoutons les coûts annexes. On estime la maintenance annuelle, le support, les petites pièces, à environ 3 000 € par an. Si on calcule sur 7 ans, durée d'amortissement fréquent. Ça fait 60 000 € plus 7 fois 3 000 €. Exactement. 60 000 plus 21 000 égale 91 000 € de TCO sur 7 ans pour l'achat, soit environ 11 500 € par an en moyenne lycée. D'accord. Et le même robot en race? En RAAS, on part de 0 € d'investissement initial. Imaginons un contrat tout compris à 1 400 € par mois, soit 16 800 € par an. Donc sur 7 ans, 7 fois 16 800. Ça nous fait 117 600 € de TCO pour le RAAS sur 7 ans. Ah oui. Là, sur 7 ans, l'achat est clairement moins cher au total. Presque 37 000 € de moins. Sur 7 ans, oui. Mais c'est là que le TCO est intéressant. Si on regarde de plus près, on peut calculer le point mort. Le moment où les coûts cumulés se croisent. C'est ça. Et dans cet exemple, le calcul montre que ce point mort se situe autour de 4 ans et 3-4 mois. 81 000, 16 800, arrondissement égale 4,8 ans. Ah non, le calcul est coût achat annuel, coût maintenance achat, investissement achat. Non, plus simple. À quel moment 60 000 plus 3 000 N égale à 16 800 N, 60 000 égale 13 800 N. N égale 60 000, 13 800, arrondissement égale 4,35 ans. Donc, avant 4 ans et quelques mois, le RAS coûte moins cher. Après, l'achat devient plus avantageux sur le coût pur. Donc le TCO, ça permet de voir que le choix dépend vraiment de l'horizon de temps qu'on a en tête et du risque qu'on accepte sur l'obsolescence ou la durée d'utilisation réelle. Exactement. Ça objectivise la décision au-delà du simple prix initial. Très clair. Maintenant, si on se place au niveau de la direction générale, du COMEX, comment ce choix achat vs RAS impacte les chiffres clés de l'entreprise, le bilan, etc. Alors, l'impact est significatif et différent. Pour l'achat, donc le CAPEX, le robot est une IMO, un actif au bilan. Son coût est étalé via l'amortissement. Donc ça pèse moins sur le résultat d'exploitation annuel, l'EBITDA. Oui, l'impact sur l'EBITDA est plus faible chaque année, seul l'amortissement joue, mais il est sous l'EBITDA. Par contre, ça demande une grosse sortie de cash au début. Et fiscalement, c'est l'amortissement qui est déductible. Et pour le RAS, l'OPEX? Là, c'est l'inverse. C'est une charge d'exploitation, donc rien à l'actif du bilan. Le coût impacte directement l'EBITDA chaque année. Ce qui peut le réduire par rapport à l'achat, sur le papier. Oui, mais ça préserve la trésorerie au démarrage, ce qui est crucial pour beaucoup. Et fiscalement, les loyers sont déductibles tout de suite. On voit bien pourquoi les DAF aiment souvent cette option. C'est prévisible, ça lisse les dépenses, ça impacte moins le cash à court terme. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'image, surtout dans l'industrie plus tradie? Est-ce que les investisseurs, les banquiers ne préfèrent pas voir une entreprise propriétaire de ces machines? C'est une bonne question. Ça peut jouer, oui. L'achat, le CAPEX, ça renvoie une image de solidité, d'actifs tangibles, d'investissement sur le long terme. Alors que le RAS, l'OPEX? Ça met plutôt en avant l'agilité, la flexibilité, la capacité à s'adapter, une structure de coûts variable. Stratégiquement, c'est vraiment un arbitrage entre le contrôle total que donne la propriété, mais avec la rigidité qui va avec, et la souplesse du service, mais avec la dépendance. L'hybride, la LOA, essaye de jouer entre les deux.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu, en fait. Ça dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise. Et de sa culture aussi. Une culture qui valorise la maîtrise, la planification long terme, ira plus naturellement vers le CAPEX. Une culture qui prime la vitesse, l'expérimentation, l'adaptation, penchera plus vers l'OPEX. Pour essayer de guider un peu le choix, est-ce qu'on peut identifier des cas typiques? Genre, telle entreprise, plutôt tel modèle. On peut essayer, oui, en gardant en tête que c'est simplifié. Par exemple, un grand groupe industriel avec des lignes de production bien établies, stables, qui tournent depuis des années. Il va plutôt aller vers l'achat, ou peut-être l'hybride pour certaines nouvelles lignes. Probablement, oui, pour capitaliser sur le long terme. À l'inverse, une PME industrielle qui innove, qui a moins de visibilité, moins de cash, L'hybride pourrait être un bon compromis pour elle. Tester, puis acheter si ça marche. oui, ou le RAS, si la trésorerie est vraiment tendue. Une start-up qui démarre et qui doit aller très vite avec peu de moyens. Race quasi obligatoire, non? Très souvent, oui. Le besoin de flexibilité et la préservation du cash sont primordiaux. On a parlé de la logistique saisonnière. Là, c'est le RAS qui s'impose pour gérer les pics avec des AMR. Et pour un labo de R&D, un centre d'innovation qui teste plein de trucs, RAUS aussi, ou des locations très courtes. Pas question d'acheter un robot qui servira peut-être 6 mois pour une manip spécifique. ok. Et à l'inverse, les erreurs à éviter absolument quand on fait ce choix. La checklist des don'ts. L'erreur numéro 1, on l'a dit, ne regardez que le prix d'achat ou le loyer. Il faut faire le TCO complet. C'est la base. Ensuite, Dans le cas de l'achat, sous-estimer les coûts de maintenance, de support, de formation. Ces coûts cachés peuvent plomber le ROI si on ne les a pas prévus. et aussi l'impact des pannes, le downtime. Exactement. Faut s'assurer qu'on a un plan B ou des garanties solides. En RAS, ça passe par des SLA bien négociés, en CAPEX, par un bon contrat de maintenance ou une équipe interne réactive. Une autre erreur, Négliger l'aspect fiscal et comptable. Le DAF doit être dans la boucle dès le début, son analyse est clé. Et enfin, choisir une solution qui n'est pas scalable, c'est-à-dire qui ne permet pas d'ajouter ou de retirer facilement des robots si les besoins évoluent. Que ce soit en achat ou en location, il faut penser modularité, capacité d'extension, sinon on risque d'être coincé plus tard. pour rendre tout ça encore plus concret, est-ce qu'on pourrait imaginer deux mini-cas d'entreprise, un pour l'achat, un pour le RAS? Oui, bien sûr. KA, une usine automobile. Ils ont besoin de 5 gros robots de soudure pour une nouvelle ligne. C'est du lourd, 120 000 € pièce, donc 600 000 € d'investissement. Ok. Ils ont une super équipe de maintenance interne. Ils estiment le coût annuel de maintenance pour ces 5 robots à 10 000 €. La ligne est prévue pour durer au moins 8 ans. Donc TCO sur 8 ans, 600 000, plus 8 fois 10 000 égale 680 000 €. Voilà. Et les calculs montrent que grâce au gain de productivité, le retour sur investissement, le payback, est atteint en seulement 14 mois. Là, il n'y a pas photo. Le ROI est hyper rapide, la production est stable, ils ont la compétence interne, l'achat CAPEX se justifie pleinement. C'est clair. Maintenant, KB, une boîte de logistique e-commerce. Grosse pression pendant les fêtes de fin d'année et les soldes. Le reste de l'année, c'est plus calme. Le cas typique de la saisonnalité. Exactement. Ils décident de louer 10 robots mobiles autonomes, des AMR, pour aider à préparer les commandes dans l'entrepôt pendant les pics. Contrat RAS sur 3 ans, tout inclus à 1 200 € par mois et par robot. TCO sur 3 ans. 10 robots fois 1 200 € mois fois 36 mois égale 432 000 €. C'est ça. Et l'étude montre que ça devient rentable dès la première année grâce aux gains réalisés pendant les périodes de pointe. Mais le gros avantage pour eux, C'est de pouvoir ajuster. exactement. Pendant les 5 mois de basse saison, ils peuvent renvoyer 3 robots aux fournisseurs et ne payent que pour les 7 restants. Cette flexibilité, elle est cruciale pour leur modèle économique. Le RAS est parfait pour eux. Ok, la décision est prise, les robots sont là. Comment on s'assure qu'on a fait le bon choix et que ça continue de bien se passer? Quels indicateurs on suit? Les fameux KPIs. Il faut un mix d'indicateurs financiers et opérationnels. Côté finance, on suit évidemment le délai de retour sur investissement réel par rapport aux prévisions. On vise souvent moins de 24 mois. Et le TCO, on le recalcule? Oui, il faut comparer le TCO réel après 1 an, 2 ans avec ce qu'on avait prévu. Côté opérationnel, le taux de disponibilité des robots, l'uptime, c'est le Graal. On veut être au-dessus de 90-95%. Et le coût de la maintenance, surtout si on a acheté. Oui, il faut le surveiller. Idéalement, il doit rester sous un certain pourcentage du coût total, peut-être moins de 10%. On peut aussi suivre le cycle de renouvellement.
Tous les combien on change de techno? 3 ans, 5 ans? Et pour le DAF, un ratio comme le cash to robot, la part de trésorerie bouffée par les robots, peut être pertinent. Et qui prend la décision finale au fond? Qui appuie sur le bouton achat ou race? C'est quelle direction? En général, c'est une décision partagée, collégiale. C'est trop important et trop transverse pour être laissé à une seule direction. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est ça. Le DAF, on l'a dit, amène l'analyse financière, TCO, ROI, impact bilan, cash. Le directeur technique ou DSI valide la solution, l'intégration, la maintenance. Le DRH regarde l'impact humain, la formation, l'accompagnement au changement. Oui, le directeur des opérations, qu'il soit industriel ou logistique, se concentre sur la performance terrain, l'efficacité, le respect des cadences. Et l'arbitrage final, c'est pour le DG ou le COMEX? Souvent, oui. C'est eux qui doivent s'assurer que le choix du modèle financier, CAPEX, OPEX, hybride, est bien aligné avec la stratégie globale de l'entreprise, son goût du risque, son besoin d'agilité. Une bonne pratique pour aider à structurer ça, c'est de mettre en place un petit comité dédié, un comité robotique stratégique, ou au moins d'utiliser une grille d'aide à la décision. Avec des questions simples. Oui, du genre, est-ce qu'on voit clair sur nos besoins à prix de 5 ans? Si oui, l'achat ou l'hybride sont possibles. Est-ce que la trésorerie est un gros souci? Si oui, race ou hybride d'abord. L'activité est super variable. Plutôt race, on a les équipes pour maintenir en interne. Si oui, l'achat est plus facile. On a besoin de tester avant de s'engager à fond, hybride ou race. Notre culture est prête pour des changements rapides. Le race peut aider à accélérer. C'est une bonne façon de poser le débat. Donc, pour résumer tout ça, cette opposition achat versus location, c'est bien plus qu'une histoire de sous immédiate. Ah oui, c'est vraiment une question de modèle d'entreprise, de vision stratégique. Acheter, c'est parier sur la durée, la stabilité, la maîtrise interne. Louer en race, c'est privilégier la souplesse, l'agilité, la réduction du risque au départ, la variabilisation des coûts. L'hybride, c'est le pont entre les deux. Et le dirigeant moderne, il est plus dogmatique, tout CAPEX ou tout OPEX, De moins en moins, il devient plutôt un chef d'orchestre, comme vous disiez. qui jongle avec les options. Voilà. Il gère un portefeuille de robots avec peut-être des robots achetés pour les processus matures et stables et des robots en race pour les activités plus nouvelles, plus fluctuantes ou pour tester de nouvelles technologies. C'est une gestion fine, dynamique. Très intéressant. Pour finir, peut-être une question un peu plus philosophique pour ouvrir la réflexion. Au-delà des chiffres, est-ce que le choix initial du modèle acheter ses robots ou les louer ne finit pas par influencer, plus subtilement, la culture d'innovation de l'entreprise? C'est une excellente question. Est-ce que le fait d'être propriétaire, CAPEX, rend plus conservateur, moins enclin à changer vite? Est-ce que le fait d'être locataire, OPEX, avec des contrats plus courts, pousse à repenser plus souvent ses process, à être plus ouvert aux nouveautés? Voilà. Comment ce choix financier façonne la capacité de l'entreprise à penser différemment ses opérations de demain, bien avant même d'installer le prochain robot? C'est une piste de réflexion pour nos auditeurs.